bonsoir tout le monde. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on est dans cette salle? C'est parce que la salle Bellevue est de plus en plus louée, donc ça c'est une bonne chose. Et comme on a une location demain toute la journée, pour simplifier le travail d'installation, etc., les équipes nous ont demandé si c'était possible de relocaliser, j'allais dire délocaliser, mais relocaliser notre conseil municipal dans la salle qui était prévue initialement. Donc, on va voir comment ça se passe. Et ça peut faire l'objet d'une réflexion pour le conseil municipal si vous estimez que ça vous convient de revenir dans cette salle qui est exiguë mais qui est peut-être un peu plus chaleureuse aussi. Ce qui nous causait problème, c'était vraiment la place pour l'accueil du public. Mais il faut bien, voilà. Il faut bien en venir à l'évidence, on n'a pas non plus un public nombreux. Donc voilà, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on revient sur la salle du conseil initialement prévue au sein de la mairie? Je vais commencer, ça va faire venir peut-être nos conseillers municipaux qui ont du retard. Je vais commencer par vous dire que la séance est ouverte à 18h35. Et on va commencer par faire l'appel des conseillers municipaux pour s'assurer du quorum, comme d'habitude. Donc, Justin Arnaud. Présent. Amandine Boutan n'est pas là, mais elle a donné pouvoir à Céline Navilla-Cerise. Romain Coquille. Présent. Elisabeth Darac. Présente. Manuel Davio. Présent. Stéphane Deneux. Présent. Noélie Dulaurier est absente, mais elle a donné pouvoir à Stéphane Deneux. J'entendais pas, alors peut-être que ça pile au bon moment. Sophie Duperron, présente. Voilà, attends. Alors, Abraham Guignan, alors normalement il devrait arriver en cours. Il ne va pas tarder, alors il est un peu en retard. Sonia Guillory-Labuzan, présente. Cédric Jay est absent et il a donné pouvoir à Vanessa Leroy. Maxime Larondel, Vanessa Leroy, présente. Céline Navilla-Cerise, présente. Rose Afonso, présente. Sonia Rabot a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophie Harry, est absente, et elle a donné pouvoir à Justin Arnaud. Christophe Trottin. Présent. Et enfin, Samir Youssouf Ibrahim. Présent. Bon, on peut dire que le quorum est atteint. On va donc proposer aussi une secrétaire de séance. Sonia est déjà prête. Donc merci Sonia Guillory-Labuzan qui sera donc la secrétaire de séance. On va faire procéder à la signature du procès verbal de la précédente séance. Voilà, ça me permet justement en même temps, comme d'habitude, d'introduire un peu ce dernier conseil municipal de l'année. Alors en général, le conseil municipal, le dernier de l'année, il nous sert surtout aux affaires courantes. En tout cas, là, celui-ci, c'est... je ne sais pas signer et parler en même temps, c'est incroyable ça. Il va nous servir à ça. On a plusieurs affaires courantes. On a aussi nos classiques rapports d'activité de nos différents syndicats. On a aussi, puisqu'on est en fin d'année et donc en fin d'exercice budgétaire, quelques réajustements comptables que vous allez voir dans les premières affaires. On a toujours d'ailleurs en lien avec le bilan budgétaire qu'on est déjà en train de faire, on a un acte fort envers nos agents qu'on va vous présenter dans les 2-3 prochaines affaires autour de cette proposition de prime. Et puis, parce que bien sûr il faut anticiper l'année qui arrive, on est déjà sur la prospective de futures recettes et c'est pour ça qu'on va vous proposer aussi la vente d'un terrain, et aussi un montage qui va nous permettre de se faire payer quelques travaux de la salle Brémontier, c'est-à-dire que là on essaye comme on peut déjà de préparer un futur budget avec le plus possible soit d'économies, soit déjà de sources de recettes. Et on finira aussi avec une proposition de nouvelle gouvernance un peu plus élargie en lien avec notre TCS, qui est donc celle des référents de quartier. Voilà, je voulais tout à l'heure avec l'adjoint, avec Stéphane Deneux, on essayait de se faire une liste à l'après-vert de tout ce qui s'est passé cette année. On n'en est pas mieux au bout. Mais je voulais juste vous rappeler que comme on s'y était engagé, les travaux sont quasiment terminés sur le bâtiment de l'ancien trésor public.
On a donc bien notre pizzaiolo qui s'est installé sur, donc en bord de Garonne. Brémontier est bien occupé par les associations. Ça se passe plutôt bien. Évidemment, ils sont en attente des prochains travaux qui vont encore mieux isoler la salle et ça, on en a bien besoin. La salle Bellevue est de plus en plus louée. D'ailleurs, je pense qu'on vous proposera peut-être une augmentation des tarifs pour les extérieurs à la commune, parce que vraiment, on a des gens qui viennent d'Ambarès un peu partout. On va peut-être se poser la question pour les extérieurs, voilà, qui voient bien qu'on est quand même très peu cher par rapport à ce qui se passe ailleurs. On a des travaux, beaucoup de voiries qui ont été faits par-ci par-là, notamment les égaducs qui devraient sortir en janvier, qui sont vraiment un chantier qui est très, très, très attendu par les riverains et plus largement par le plateau. On a le fameux abribus qui était tellement demandé par les parents sur les hauteurs qui a été fait. L'extinction nocturne qui a été enfin posée en juillet. Le panneau d'affichage qui devrait arriver, on l'attend là aussi, au moins en janvier. Un tram-rose qui fonctionne très bien. La fameuse montée vers Bellevue, le pont qui était très très dégradé et qu'on a pu arranger, améliorer, ce qui était quand même un peu la moindre des choses quand on accentue la location sur la salle Bellevue. On a aussi tous ces travaux de sécurisation, en tout cas le début de ce travail de sécurisation sur les accès à l'école, donc avec le petit Arthur, c'est ça ? Et puis tous ces marquages au sol qui ont un peu mieux identifié le stationnement sur la place Adi Carnot. Voilà, la sécurisation aussi de certains lieux de stationnement un peu anarchiques, notamment je pense au Carrefour Esconac, qui a été vraiment un travail de fond. Et là, je remercie vraiment l'adjoint à la voirie et aussi d'ailleurs des voiries, parce que c'est un travail avec les riverains qui est assez difficile, parce qu'il faut changer des habitudes, que même si on avance des arguments de sécurité, bon, bah, les gens ne voient pas ça, et ce qu'ils veulent, c'est garer leur voiture le plus près de la maison, peu importe si après on a un problème de visibilité. Or, sur la départementale, c'est une exigence. Donc voilà, c'était un travail, et il y a d'autres zones comme ça où il va falloir petit à petit faire un petit peu évoluer les habitudes de stationnement. Voilà à peu près, c'était juste pour se faire un petit point sur ce sujet. On va passer au relevé des décisions municipales donc, qui ont été prises par moi-même depuis le dernier conseil municipal et que donc je vous restitue sur ces 2 pages. Est-ce que vous avez des questions? Non, et on a, je crois, Abraham, donc c'est bien parce qu'on arrive. Bonsoir. Abraham. On arrive avant les délibérations, donc c'est bien. Pas de questions sur les décisions, j'enchaîne. Donc on va passer aux affaires ayant trait à la gestion du budget municipal. Donc, première affaire, la décision modificative numéro 1 du budget primitif 2023. Je passe la parole à Maxime Larondel. Oui, donc le budget primitif, il avait été voté le 29 mars 2023 et il tenait compte d'éléments en notre connaissance à cette période-là et des projections sur le reste de l'année à venir. Un budget primitif, il peut être modifié par des décisions telles que celles qu'on va prendre là. Et ça permet de rééquilibrer différentes lignes dans ce budget. On prend d'un compte excédentaire pour mettre sur un compte qui va nécessiter une petite rallonge. Et là, on a un phénomène un petit peu particulier. C'est un peu le petit cadeau de fin d'année. Il se trouve que nous, de notre côté, la commune, en comptabilité, avait tout fait correctement. Mais l'URSSAF, elle avait omis quelque chose ayant attrait aux charges sociales des indemnités d'élus depuis 2020, depuis les élections municipales 2020, notamment principalement sur le poste des indemnités de Madame le maire. Et donc nous fait un rappel de ces fameuses indemnités non perçues par l'URSSAF à hauteur de 25 000 €. Alors autant eux, ils ont le droit à 3 ans de retard, nous on n'a pas le droit à 3 ans pour les payer, il faut les payer de manière assez rapide et urgente. Alors ça ne remet pas du tout en cause le budget de fonctionnement, puisqu'on avait, prévu un peu large sur certains postes, notamment on a eu des bonnes surprises au niveau des fluides, donc ça nous permet de prendre sur un compte excédentaire pour remettre sur ce compte, entre guillemets, masse salariale qui est en déficit de 25 000 €. Donc on rééquilibre ça comme ça, mais c'est malheureusement quelque chose dont on n'a pas bien le choix. Voilà. Ah, je répète, nous la comptabilité communale elle était bonne, on avait bien provisionné, mais au niveau de l'URSSAF, ils n'avaient pas encaissé les sous en conséquence. Donc ça nous oblige à faire cette modification dans les lignes du budget
à hauteur de 25 000 € et on espère bien que ce sera une seule fois. Ce serait difficile, là. Vu comme ils ont bien cherché partout. Ils ont eu du mal, quand même. Non, mais ça montre que les comptes sont quand même bien gérés et l'erreur ne vient pas de nous. Par contre, de gestion. elle vient d'un organe supérieur auquel on ne peut pas se soustraire. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Bien, alors la proposition soumise au conseil municipal est de valider le recours à une décision modificative, qui est donc la numéro 1 du budget primitif principal 2023, en vue d'autoriser dans la section de fonctionnement le transfert de 28 000 €. On a arrondi à 28 000 € simplement parce qu'il vaut mieux toujours avoir une somme quand même un peu plus large au cas où. Encore une fois, c'est que du prévisionnel et on n'y prendra que ce qui, enfin en tout cas le trésor public n'y prendra que ce qui est nécessaire. Donc de 28 000 € du chapitre 11. Comment? C'est 28, pas 25. Donc du chapitre 11 correspondant dans la nomenclature M57 aux dépenses à caractère général pour alimenter le besoin de crédit du chapitre 012 correspondant aux charges de personnel et frais assimilés et constater l'équilibre de ce dernier tel qu'exposé donc sur le tableau que vous avez pu voir sur la note de synthèse. Donc chapitre 11, article 615, 231, on enlève 28 000 €. Chapitre 12, article 64, 11, on rajoute 28 000 €. Voilà. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Donc c'est voté à l'unanimité. Juste un petit mot en plus, tu viens de le dire, c'est la décision modificative numéro 1. Et on est en fin d'année, ça veut dire que les équipes de gestion en bas, ils ont quand même bien fait les estimations du budget, parce que c'est la première fois qu'on est obligé dans l'année 2023 de toucher les lignes prévisionnelles, et l'année 2023 est finie. C'est-à-dire un merci aussi à ceux qui suivent ça au jour le jour, parce que ça veut dire que c'était plutôt bien estimé. Et puis sur quelque chose de fini. Alors, l'affaire numéro 2, l'instauration d'une prime pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. Bien. Bien, comme vous l'avez vu sur l'affaire précédente, l'une des ambitions du budget 2023 était de mettre fin à l'effet ciseau, qui était déjà annoncé depuis 2020, quasiment depuis que j'ai été élue avec la précédente équipe. On me l'annonçait déjà. On savait que ça nous menait vers une situation qui serait difficilement contrôlable en fin de mandat, c'est-à-dire à horizon 2026. Donc il fallait mettre en corrélation et des projets ambitieux politiques, mais aussi un budget stable, voire le renforcer pour avoir aussi une autre stature, je le dis et redit, une autre stature financière. C'était pas simple parce qu'en même temps qu'on nous a annoncé ça en 2020, il y avait une crise du Covid, mais on n'imaginait pas toutes les crises qui allaient se succéder et dans laquelle nous sommes encore en ce moment. Donc fin 2023, surtout je pense à OSDEG, notre syndicat d'électrification, qui nous annonçait quand même des prévisions assez exponentielles sur le coût de l'électricité. On savait qu'il y avait de l'inflation, en tout cas on savait que finalement c'était déjà ambitieux, ou en tout cas ambitieux de vouloir changer la structure du budget, mais en ajoutant en plus ces crises qui n'étaient pas de notre fait, ça devenait quand même assez complexe. Il se trouve que finalement, je crois quand même que les prévisions ont été surévaluées et que c'était quand même pas, enfin ça n'a pas été si dramatique que ça. Effectivement, on a eu l'inflation, c'est sûr, on a eu une augmentation des fluides, mais malgré ça, et c'est comme je vous le notais sur la note de synthèse, les résultats ont été bons et ont été au-dessus même de ce qu'on imaginait en minima, parce qu'on a été prudent. Et tout ça parce qu'on a, je peux le dire et je le redis, puisqu'aujourd'hui on a vu nos agents tous ensemble, c'est aussi parce qu'on a su, et je remercie les équipes d'élus, on a su transmettre à nos agents cette envie de faire quelque chose de fort, de le faire ensemble, et cette nécessité de rationaliser, attention je ne dis pas rationner, mais rationaliser tout ce qu'on pouvait faire. Et de là, ils ont bien compris cette volonté, ils y ont adhéré complètement. On a eu quand même des recherches, donc là j'ai listé un peu tout ce qui a été fait de leur part,
aussi bien l'intensification de la recherche de subventions pour financer tous les projets, la recherche systématique de mise en concurrence et de renégociation lors des achats publics. Ça a l'air de rien, mais c'est énormément de travail. Par contre, c'est aussi beaucoup de résultats derrière. On gagne vraiment plusieurs milliers d'euros. Quand en plus il y a beaucoup d'affaires, il faut le faire et on a un résultat très fort assez rapidement. Il y a eu une forte implication aussi dans la recherche de solutions pour diminuer l'impact de l'inflation sur les fluides et les fournitures. Donc là, on a fait attention effectivement à diminuer la consommation dès qu'on le pouvait. Il y a eu des renégociations de tous les contrats et abonnements. On a remis en concurrence même nos assurances. Et là aussi, je dois le signaler, nos assurances, on a beaucoup de chance parce qu'il y a un vrai sujet au niveau national et l'AMF est dessus, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui ne sont plus assurables. Parce que l'assurance au niveau des communes, ça prend aussi en compte la masse salariale, Guillaume, vous allez peut-être plus m'aider sur le sujet, les arrêts de travail, puisque nous prenons en charge, donc l'assurance prend en charge les arrêts de travail. La sinistralité, je cherchais le terme, c'est ça. Donc on est plutôt de bons élèves parce que autant il y a des communes qui vont peut-être plus avoir d'assurance, autant nous on a eu des assurances qui se sont présentées, donc on a eu le choix, on a mis en concurrence, c'était quand même une chance. Ça veut dire que quand même on a aussi de bons résultats de notre côté. On a eu aussi une implication assez forte très forte sur la possibilité de réaliser en régie. Donc là aussi, on peut remercier notre responsable technique qui a fait en sorte que beaucoup de choses ont été faites par lui. Ça a l'air de rien, mais encore une fois, cette année, on a eu beaucoup de chantiers en route et que parfois, aller chercher des prestataires pour un petit peu de peinture, pour ceci, cela, on perdait du temps et on perdait de l'argent. Et quand il l'a pu, il a mis ses agents ou lui-même à faire un petit coup de peinture, de la plomberie, tout ce qui pouvait être fait en régie l'a été pour nous faire gagner du temps et aussi de l'argent. Il y a aussi beaucoup de travail sur la mise en place d'une stratégie financière axée sur la maximisation des mises à disposition du patrimoine communal. Là encore, ça a été une vraie recherche de locataires, de prestataires pour louer la salle Bellevue en l'occurrence. Et puis voilà, et je pense qu'ils ont été vraiment de plus en plus impliqués dans l'aide à l'usager. On a un service d'accueil qui s'est vraiment complètement concentré sur le service au public, ce qui est quand même un peu son rôle, mais je pense qu'ils l'ont pris en y travaillant sur différentes dimensions. On a quand même l'une de nos agents qui a vraiment travaillé sur un service dédié, confidentiel, pour tout ce qui est social, c'est-à-dire travailler vraiment sur une attention particulière et essayer de trouver, je cherche mes mots, c'est pas dépister, mais vous voyez, détecter les cas qui méritent un vrai accueil, un accompagnement social, les diriger vers les bons services, etc. Donc voilà, tout cet engagement qui était évidemment souhaité par nous élus, mais qui était un engagement supplémentaire. Ils ne sont pas obligés d'aller au-dessus de leur mission, nos agents. Ils ont déjà de quoi faire simplement en étant là et en faisant ce qu'ils ont à faire au quotidien. Le fait qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie et de l'investissement sur ce budget a porté des résultats chiffrés. Et c'est ça qui compte aussi. Donc, en vue de maintenir cet engouement, de remercier nos agents dans un contexte de perte de leur pouvoir d'achat, et de rémunération moins compétitive dans le secteur privé ou chez les gros employeurs publics, il est prévu de mettre en place une prime, il était prévu de mettre en place une prime à l'intéressement. Alors je vais vous expliquer aussi quel était le sujet. Donc effectivement, en plus du fait qu'on a une équipe très restreinte d'agents, très motivés, très mobilisés, se passe autour de nous un phénomène d'aspiration vers la métropole de tous les agents qui ont un petit peu d'ambition et qui ont envie d'avoir des conditions de travail un peu plus intéressantes. Et la métropole vampirise beaucoup les communes alentours. On a même des maires qui sont en train de se constituer un peu pour essayer de voir comment empêcher cette perte des agents vers la métropole. Bon, c'est comme ça, on n'est pas compétitif, c'est normal, c'est comme une petite PME face à une grande entreprise, c'est pas les mêmes avantages, c'est évident. Ceci dit, on a aussi des avantages qui ne sont pas ceux d'une grande entreprise. En clair, on a un travail de proximité, la plupart de nos agents sont contents aussi de ne pas aller travailler à la métropole.
donc en tout cas, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on maintient des agents ici quand on a une telle comment dire, concurrence, merci, sur la métropole. On a cherché un outil, là encore c'est M. Lazel qui a travaillé sur les textes, on voulait un outil qui quand même préserve malgré tout, parce qu'il faut faire les deux, qui soit à la fois un outil de management pour le directeur général, c'est-à-dire un outil de reconnaissance de l'implication des agents, mais qui soit aussi quand même un outil qui ne soit pas, comment dire, qui ne contraint pas la commune, c'est ça, qui ne bloque pas, là très bien, cette année ça va bien, mais est-ce que les autres années ça ira, etc. Il fallait aussi préserver et ne pas engager la commune sur quelque chose, des dépenses qu'elle ne pourra peut-être pas tenir très longtemps. Il se trouve qu'on avait trouvé la prime d'intéressement, la PIPC, qui était exactement ça, qui n'était basée que sur finalement le gain de la commune, sauf que toutes ces primes, tous ces projets RH doivent passer par le fameux centre de gestion, et notamment par le biais d'un comité technique, c'est ça, constitué de syndicats, d'élus, enfin tout un panel de représentation. Et ça nous a été refusé, et clairement on n'a pas tellement d'explications, si ce n'est peut-être des explications un peu idéologiques, on a eu du mal à comprendre. Il a fallu nous retourner parce que l'idée c'était, comme j'ai expliqué à la personne que j'ai eue, donc une personne représentante d'un syndicat de la fonction publique, moi peu m'importe l'outil, ce que je souhaitais c'était présenter au conseil municipal un outil qui puisse servir à reconnaître l'implication de nos agents, à marquer le coup en fait, et la PIPC permettait en tout cas de ne pas trop engager la commune sur de nombreuses années. Bon, on nous a proposé une autre prime qui s'appelle le CIA, on n'a pas eu le temps d'étudier plus que ça. Et là arrive aussi, c'est un décret qui est passé là, fin octobre, c'est ça ? Arrive la fameuse prime pouvoir d'achat qui a été donc décidée par l'État pour la fonction publique, mais à l'origine c'était la fonction publique d'État et hospitalière. La fonction publique territoriale, c'était pas tout à fait possible, ça l'a été à partir d'octobre. Et là où c'est pas simple, c'est que toutes les communes ne vont pas le faire, donc ça crée aussi quand même une inégalité dans la fonction publique territoriale. On espérait que si l'État décidait de ce genre de prime, on aurait quand même une rétribution, un petit versement, une aide pour pouvoir justement l'offrir à tous les élus, à tous les... Non, c'est parce que j'ai lu élu, je vous assure. À tous les agents, puisque si le sujet c'est effectivement la prime au pouvoir d'achat, parce qu'effectivement les salaires des fonctionnaires sont quand même bas, ils progressent doucement, mais c'est quand même modeste un salaire de fonctionnaire, ça ne suit pas du tout l'inflation. Donc si l'idée c'était d'aider par la prime au pouvoir d'achat, tout le monde est concerné par ça, ça aurait dû être à toutes les collectivités, et donc il aurait fallu que l'État aide un petit peu. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, on s'est saisi de cet outil-là. Donc voilà ce qui vous est proposé. Donc je vais essayer de lire. Le projet de prime prévoit l'attribution à nos agents dont le revenu annuel se situe entre 23 700 € et 32 280 € de bénéficier donc d'une prime de 300 € versée en une fois. Cela représente un coût de 3 000 € pour la collectivité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé, j'ai digressé. C'était un projet, c'était un dossier qui a été long. Je crois que vous en parlez déjà à la rentrée. Il y a eu beaucoup de montages possibles. Et puis voilà où on arrive là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. J'étais déjà trop bavard. Bien, donc la proposition soumise au conseil municipal est de valider l'instauration pour l'ensemble de nos agents éligibles de la prime pouvoir d'achat prévue par le décret numéro 2023-1106 du 31 octobre 2023 à compter de janvier 2024, de valider pour chacun des agents juridiquement éligibles l'attribution d'une somme de 300 € et d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Ouais, donc du coup là, j'appelle mon vote. Bien, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Bien, merci, c'est donc
une proposition validée à l'unanimité. Et là, je vous remercie vraiment beaucoup au nom du conseil municipal, mais aussi des agents. Je pense que c'est un acte qui leur fera beaucoup de plaisir. Et voilà. Et je pense que le conseil, par ce biais, les remercie aussi de leur implication. Bien. On va passer aux affaires ayant trait aux subventions. Donc l'affaire numéro 3, qui est donc la demande de subvention au département dans le cadre du financement du festival Les Lyriques de Cambes. C'est Vanessa. Oui, donc pour l'année 2024, en fait, il est prévu de reprogrammer donc, la 23e édition du festival Lyrique de Cambes. Donc on connaît la renommée maintenant de ce festival. Et sans subvention, ce festival ne pourrait avoir lieu, hein, compte tenu du budget, de combien coûte ce festival. Bien sûr, on a toujours l'aide précieuse d'André Taris, qui effectivement réalise tout ce qui est casting, on va dire, entre guillemets, des chanteurs, chose que nous ne pourrions faire non plus, hein, si nous n'étions pas son aide. Et depuis 2020, la commune de Cambes s'est associée à la commune de Camblanne pour rentrer dans un dispositif donc, qui est annexe au département, mais qui est dans le cadre de la CDC, de l'appel à projet de la CDC. Donc pour cette 4e année, nous allons reconduire avec la commune de Camblanne, mais effectivement, même avec l'aide de Camblanne, sans subvention départementale ou de la CDC, encore une fois, ça ne pourrait être possible. Donc même programme, alors avec des chanteurs différents évidemment. On va essayer effectivement de mettre en place la journée sur les scolaires fin juin avec toutes les écoles du territoire de la CDC, enfin CM1, CM2, notamment les élémentaires, parce que sinon c'est pas judicieux pour les petits, on va dire, ils risquent de s'embêter un petit peu. Et puis après, donc le concert, les 2 concerts qui auront lieu dans les églises respectives de Camblanne et de Cambes. Donc du coup, on sollicite notamment le département dans le cadre des scènes d'été. Alors on a déjà fait la demande parce qu'il fallait la faire au 31 octobre, hein, évidemment. On a déjà transmis le dossier, mais il faut la demande de la délibération du conseil municipal à hauteur de 2 500 € du coup, pour le département. Et j'en profite également, nous sollicitons également l'appel à projet de la CDC, comme l'année dernière, à hauteur de 9 000 €. À savoir que le budget de l'année dernière était aux alentours de 20 000 € du festival lyrique. Donc en fait, entre Camblanne et Cambes, on serait parti en gros, pas tout à fait 5 000 €. Voilà. Donc l'année dernière, nous avions eu les scolaires qui avaient été annulés, d'où effectivement l'enveloppe qui était un peu amoindrie par rapport à l'année dernière, et puis un chanteur de moins. Voilà. Donc le budget qui est on va dire en prévision pour 2024, est aux alentours de 23 000 €, c'est ce qu'on avait prévu pour l'année 2023. Voilà, donc du coup, c'est vraiment du prévisionnel. Si on peut économiser un petit peu, on le fera. Évidemment, il faut compter sur moi. donc voilà. Après, du coup, on valorise tout ce qui est annexe à ce festival, au-delà, on va dire, au-delà des sommes engagées. C'est tout ce qui est valorisation en nature, notamment les bâtiments, tout se fait dans les églises. L'engagement de nos agents qui viennent mettre en place quelques matériels notamment. L'année dernière avait eu lieu l'inauguration du festival au Château Opéra, qui nous avait ouvert la porte gratuitement aussi. Voilà, donc du coup, vraiment c'est pour essayer de continuer à faire perdurer ce festival qui a aujourd'hui une renommée quand même qui n'est plus à démontrer. Voilà. Super. Ouais, et puis j'aime bien remercier et rappeler que remercier Vanessa parce que c'est vrai que non seulement elle arrive à faire des choses avec peu de moyens, c'est vrai qu'il a pris une autre ampleur aussi, peut-être en le mettant à l'église, peut-être aussi en utilisant les châteaux. Il y a vraiment une volonté de mixer ce festival et notre patrimoine, valoriser aussi tous ces lieux patrimoniaux, qu'ils soient publics ou privés. Et c'est plutôt une bonne chose, ça lui donne quand même une autre dimension à notre festival. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous avez compris, c'est juste valider la demande de subvention, aussi bien auprès des services du département qu'auprès de la communauté de communes. Bon, voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais donc vous faire les propositions
soumises au conseil municipal, qui sont de valider l'opportunité de solliciter le département et la CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers dans le cadre du financement par subvention du Festival des Lyriques de Tende 2024 sur les montants suivants, estimés sur le montant prévisionnel de l'événement de 23 884 €. Donc de faire la demande de subvention auprès du département à hauteur de 2 500 € et auprès de la CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers à hauteur de 9 000 €. De valider le financement de cet événement par la commune de Camblaine-et-Ménac pour 5 000 € et donc de s'engager à prendre en autofinancement la somme de 7 384 €. Encore une fois, c'est juste le plafond. Et évidemment, si logiquement on fait en fait le partage avec c'est ça, avec Camblaine, c'est parfait. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. Et bien on continue sur les demandes de subvention. Non, là, cette fois, on l'attribue. C'est le contraire. Ouais, voilà, là, c'est le contraire. Et là, donc l'affaire numéro 4, c'est l'attribution d'une subvention de 500 € à la commune de Quinsac dans le cadre de l'organisation du Festival du théâtre d'hiver 2024, dont certaines représentations se tiendront sur Cambre. Oui, donc du coup, là c'est un inverse cette année. En fait, on est pour la 3e année consécutive, on va être partenaire de la commune de Quinsac pour leur festival de théâtre d'hiver. Donc c'est un festival de théâtre amateur qui a lieu de mi-janvier jusqu'à mi-mars à peu près. Cette année, il y a 21 représentations, donc c'est soit le vendredi, le vendredi soir ou samedi soir ou le dimanche après-midi. Tous les week-ends, c'est avec une petite pause, je crois que c'est pour les vacances scolaires. Donc toutes les représentations sont gratuites, financées par les communes évidemment, mais une grosse partie quand même également par l'appel à projet de la CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers. Et donc nous sommes 3 communes à être plus ou moins partenaires de Quinsac. Enfin, il y a Quinsac évidemment qui est organisateur, il y a Camblaine-et-Ménac et nous, donc du coup pour la 3e année. Donc cette année il y aura 2 pièces qui se tiendront à Cambre. Et l'année dernière on n'avait pas pris le problème dans ce sens-là en fait, et on avait décidé de régler directement, d'ailleurs on l'avait voté au conseil municipal, l'agent technique qui venait en fait pour faire les sons et lumières, sauf que ça a été très très long, on n'était pas du tout d'accord avec la commune de Quinsac qui ne voulait pas payer son agent, enfin c'est tout un bazar. Donc cette année nous avons décidé, et d'un commun accord avec le maire de Quinsac, de leur verser une subvention de 500 €, et en fait c'est eux qui vont régler tous les frais afférents à ce festival, donc la reprographie, le paiement de l'ingénieur technique et son et lumière, voilà. Donc nous on participe à hauteur de 500 €, mais on n'aura rien d'autre à payer. Voilà. Donc ça permet également de proposer du théâtre amateur à Cambre sur 2 soirées, 2 vendredis soirs. Alors normalement ça va être des pièces type vaudeville, voilà. Donc ça sera gratuit. Et évidemment un chapeau qui sera circulé en fin de représentation pour les 2 pièces. Voilà, donc là c'est vraiment la demande d'octroyer une subvention à la commune de Quinsac pour l'appel à projet de la CDC, qui sera voté, je crois, enfin qui va être présenté mi-janvier. Oui, voilà. Mais ils ont besoin effectivement, ils ont besoin de lettres d'intention et notamment des accords de subvention. Voilà. C'est vrai que même si c'est du théâtre amateur, on a eu quelques très jolies pièces, c'est assez qualitatif cependant. Est-ce qu'il y a des questions sur l'attribution de subventions à la commune de Quinsac? Bien, non. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité d'attribuer une subvention d'un montant de 500 € à la commune de Quinsac au regard de son action d'intérêt général portée sur la commune au travers des représentations théâtrales du festival théâtre d'hiver qui s'y tiendront, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Donc, merci à tous à l'unanimité. Affaires ayant trait à la gestion du patrimoine privé de la commune. Donc l'affaire numéro 5 qui est la validation de l'exonération d'un mois de loyer pour le preneur du bail du local de 141 m² en raison du retard de livraison du chantier. Maxime Larandel. Oui, alors c'est assez simple.
Vous savez que l'UMAM va ouvrir ses portes bientôt dans l'ancien trésor public. Et on avait en prévision qu'elle ouvre dès le mois de décembre. Pour ce faire, on avait signé avec les personnes de la MAM un bail à partir du 21 novembre qui faisait démarrer les loyers en décembre. Il se trouve qu'on a eu un retard assez conséquent sur la livraison des fenêtres, menuiseries, etc. Sans ces éléments, elles ne peuvent absolument pas ouvrir leur commerce. Donc elles nous ont demandé à ce qu'il y ait une exonération du loyer de décembre, puisque les fenêtres et baies vitrées sont à peine posées. Et elles vont officiellement démarrer leur activité en janvier. Alors pour être tout à fait honnête, on en avait tenu compte un peu dans la prévision budgétaire, en décalant un petit peu aussi les recettes, parce qu'on voyait bien que le chantier traînait un petit peu. Donc ça n'a pas d'impact sur le budget communal. Elles demandent de basculer sur un démarrage d'activité en janvier. Et donc je vous propose de les aider aussi au démarrage en les allégeant d'un mois de loyer sans activité en face. Est-ce qu'il y a des questions? Même connexes, hein, ça peut aussi vous intéresser, savoir si elles ont des enfants. Non, on espère qu'elles vont avoir des enfants à garder. Bien, s'il n'y a pas de débat. Alors, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité d'exonérer le loyer depuis la prise de bail jusqu'au 31 décembre le preneur du bail du bâtiment MAM en raison de son incapacité à y exercer son activité professionnelle en raison d'un retard de livraison des menuiseries imputables à la commune et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est à l'unanimité. Affaire numéro 6, autorisation de la signature d'une convention avec TIJA portant mandat exclusif de recherche de locataires pour l'ancienne galerie marchande. Oui, alors la galerie marchande, c'est un sujet qui dure depuis plusieurs années. On a été bloqué avec cette galerie parce qu'on pensait qu'un projet allait voir le jour avec le dojo et puis un projet immobilier connexe. Il se trouve que depuis quelques mois, c'est officiel, ce projet-là est terminé. La commune est redevenue en pleine possession de la galerie. Et donc le choix aujourd'hui doit se faire, à savoir vendre. Pour vendre cette galerie, il faut l'estimer. On l'a estimé, on sait que ça vaut entre 200 et 220 000 euros. Ou louer avec ou sans travaux. Là aussi, les travaux sont conséquents et on n'a pas, nous, d'idée bien précise sur ce que pourrait être une location de ce bâtiment en commerce. On parle bien de commerce ou de service. Et donc on a jugé opportun, Guilhem a rencontré avec Rose une entreprise dont c'est le métier, à savoir d'aller proposer des locaux commerciaux à la location à des professionnels. Alors ça peut être du service, du paramédical, du médical, du commerce. Donc là-dessus, ils vont faire une publicité liée à ce local pour essayer de voir qui pourrait être intéressé de reprendre ce local en commerce, moyennant travaux ou pas. Donc s'il y a travaux réalisés par le preneur, il y aurait exonération de loyer en face. S'il n'y a pas de travaux, est-ce que c'est à la commune de porter les travaux et si oui, à quelle hauteur? En gros, on creuse la deuxième piste qui serait de garder ce bâtiment en patrimoine communal en tirant un bénéfice à plus ou moins un moyen ou long terme. Le fait de signer une convention avec TIJA ne veut pas dire que l'objet de la location est entériné. Ça veut juste dire qu'on creuse la piste pour pouvoir comparer et avoir toutes les cartes en main et décider dans un futur conseil dans quelques mois, on vend ou on ne vend pas. Voilà. Donc c'est uniquement une recherche, on va dire, de possibilité d'ouverture de commerce ou de service dans ce bâtiment, si toutefois on était amené à le conserver. Et TIJA, lui, l'entreprise, se rémunère sur les loyers de la première année de la location. Donc c'est un service qui ne coûte rien à la commune aujourd'hui. C'est sur ce point-là d'ailleurs que je me suis dit mais pourquoi pas tenter, c'est-à-dire qu'en plus on sort complètement du cadre des marchés publics puisque à partir du moment où il n'y a pas d'argent public en jeu, à partir du moment où ils se rémunèrent avec les personnes qui trouveront,
Bon, ben là, pour le coup, on s'est dit que ça pouvait valoir le coup effectivement d'aller plus loin sur cette piste-là. On sait déjà que certains porteurs de, enfin certaines entreprises, l'une d'entre elles en tout cas serait même capable de quasiment prendre en charge les travaux, ce qui veut dire que réellement, parce que le sujet, c'est que la commune n'a pas les moyens en fait, de mettre beaucoup d'argent sur les travaux. Donc comment on fait, quel est le montage, etc. Eh bien, il faut avoir des gens en face de nous avec solides et qui soient capables effectivement de montrer qu'ils peuvent s'installer, limiter la casse pour eux et pour la commune. Donc il faut aller jusqu'au bout. On l'a fait un peu avec le Trésor public, on a fait cet appel à manifestation. Voilà, on a fait du fait maison. Alors sans répertoire, sans réseau autour de nous, donc forcément on s'en sort très bien. On est ravis parce qu'en plus ce sont que des Cambais qui se sont installés. Mais c'est vrai que peut-être que l'horizon n'était pas assez large et que, étant donné le carnet d'adresses qu'ils ont, on peut imaginer que grâce à ça, on peut être aussi fixé sur est-ce que c'est vraiment attractif ou est-ce que ça ne l'est pas. Est-ce que vraiment il y a déjà des entreprises, des gros qui seraient intéressés par notre galerie ou pas du tout, parce que ça peut déjà être le premier sujet. Bon, si ça n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt, autant le vendre et puis elle vienne que pourra. Si par contre on voit qu'il y a des entreprises qui peuvent s'y intéresser, c'est déjà on coche une première case et puis après on voit quel est le montage financier et quel est le plus intéressant, une vente, une location et sous quelle modalité. Voilà. S'il y a des questions sur ça. Oui. Si j'ai bien compris, la rémunération de cette entreprise, c'est sur les mois de loyer, la première année, je crois. La première année. Et c'est assez élevé quand même. Et oui. Donc c'est un manque à gagner pour la commune. Non, ça ne veut pas dire que nous on les a pas, ça veut dire que c'est un pourcentage, on se mettra d'accord sur le prix, et eux, donc le locataire, paiera son loyer à la commune, mais en plus il devra une commission qui sera équivalente à 5 mois de loyer par exemple. D'accord, c'est pas tout à fait comme ça. Non, c'est pas, on ne se prive pas de 5 mois de loyer pour les donner au... Sinon là, pour le coup, c'est un marché public, puisque c'est de l'argent qui aurait dû revenir à la commune et qui part chez ce monsieur. Pour moi, c'est un marché public. Mais non, c'est pour ça, c'est surtout pas dans ce cas-là. Voilà. Pas de bonne en douter. Un marché public, c'est si la commune soit paye directement un prestataire, soit si le prestataire, par un intérêt à la suite, prend de l'argent qui aurait dû revenir à la commune. Non, parce qu'on ne va pas prendre de marge sur ce... C'est une marge, c'est-à-dire que c'est en plus des loyers qui, eux, reviendront à la commune. Si c'était en direct avec la commune... Au bout de l'année, cette marge-là, elle va disparaître. Et on restera sur le montant qui est... Nous, on aura un bail de location avec notre loyer. Oui. Et Tija aura un contrat d'une année de prestation de service auprès du futur locataire, moyennant finance, pour lui avoir trouvé les locaux. Lui, il a une prestation avec le futur bailleur, en fait. Une prestation là-bas. C'est nous qui sommes en contrat avec lui, donc c'est un peu curieux. Non, c'est juste une convention pour l'autoriser à lancer des recherches. On parle aussi de rémunération à la convention. Oui, mais ça, c'est pour expliquer son business model à lui. Mais ça, c'est pas le nôtre. C'est pour expliquer qu'en tout cas, pour la commune, ça ne coûte rien. C'est transparent pour la commune. C'est pas comme ça que je le vois. Ça a été vérifié juridiquement auprès de l'ANECA parce qu'effectivement, sinon, on mettait en concurrence différents prestataires comme celui-là. Mais lui, il va faire la publicité, par contre. Ouais. Nous, on lui dit juste, en fait, on a une coquille, on a un bâtiment qui est disponible. Voyez si vous pouvez trouver quelqu'un pour mettre dedans et dans quelles conditions. Avec 100 travaux, quel montant de loyer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas non plus quel loyer on pourrait tirer de ce bâtiment. Ça se trouve, on décidera une fois qu'on aura les cartes en main de dire c'est intéressant, ça peut l'être ou ça ne l'est pas. Et si ça peut l'être, quel est l'impact pour la commune? Est-ce que c'est partir sur un crédit pour faire les travaux? Est-ce que c'est partir sur renoncer à un loyer qui de toute façon aujourd'hui on ne l'a pas? Le constat c'est qu'aujourd'hui on ne touche rien pour le bâtiment, il nous coûte et il se dégrade. Donc il faut, je pense, que dans l'année 2024 on prenne une décision, quelle qu'elle soit, je ne mets pas une en avant, le conseil sera souverain là-dessus, mais pour décider c'est vrai que c'est bien d'avoir toutes les cartes en main. Sachant que
c'est un bâtiment qui est assez rare. Et je ne parle pas à Cambes, mais sur tout l'axe. Il n'y en a pas beaucoup avec cette visibilité-là et ce cachet-là. Donc on pense que ça peut peut-être attirer quelqu'un. Mais, encore une fois, quand vous rentrez dans les milieux un peu... Voilà, on l'a fait pour le TP, mais on avait aussi des opportunités de le faire là, aller négocier avec les grandes chaînes de distribution, par exemple, des choses comme ça. C'est un peu plus complexe, et il faut avoir les contacts, il faut connaître les bonnes personnes. C'est plus tout à fait notre métier. Là. Bon, en clair, on délègue la mise en concurrence. C'est-à-dire qu'on leur demande à eux de mettre en concurrence. Ce que nous, on a fait, mais avec nos moyens et notre réseau réduit, parce que ce n'est pas notre secteur, on demande à quelqu'un dont c'est le métier de faire la mise en concurrence. Après, les commissions d'agence sont souvent à la charge de l'acquéreur. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Après, c'est la société qui a mis en place le Carrefour Market à la traîne. Oui, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on a vu le panneau d'affichage, et Guilhem l'a vu, et Carrefour City. Et on les a contactés pour savoir ce que c'était que leur métier, ils nous ont expliqué. Et on s'est dit que ça peut avoir un intérêt pour nous, et en plus, ça ne coûte rien. C'est eux qui prospectent pour le futur. Oui, Christophe. C'est évident, j'imagine, mais en parallèle, on mène l'étude pour chiffrer les travaux. Oui. C'est ça. Et ce qui est difficile, c'est Travaux du bas, travaux du haut. Voilà, et de comprendre justement par ce type de montage quels sont les travaux à charge du locataire et quels sont les travaux à charge du propriétaire. Donc c'est pour ça que eux viendront aussi pour nous expliquer un peu si on a plusieurs candidats déjà, mais chaque candidat jusqu'où il est capable d'aller sur les travaux. Certains, ils appellent ça brut de béton, c'est-à-dire vous faites la coquille et ensuite c'est du béton et ceux qui se chargent de l'habillage intérieur, du branchement électrique, plomberie, etc. Mais ça peut aller jusqu'à dire, écoutez, nous de toute façon on ne veut pas sortir d'argent, on n'a pas les moyens, nous la commune, est-ce que vous êtes en capacité de faire le reste, moyennant, là par contre peut-être une négociation sur le montant du loyer, ça peut aussi s'imaginer. Là c'est des pistes qu'on se lance parce qu'on se demande en fait dans ce milieu-là comment ça fonctionne. Et si c'est des gros, j'allais dire des gros bonnets, mais enfin des gens qui ont les moyens, jusqu'où ils sont capables, si vraiment ce bien les intéresse. Et on est aussi sur un bâtiment qui potentiellement, les travaux, c'est entre rien et 800 000 euros, quoi. On ne sait pas. Sans compter l'entretien après. On ne sait pas. Et on est sur un bâtiment complexe, parce qu'il y a 2 étages. On peut aussi avoir dans nos résultats de recherche avec cette entreprise des personnes intéressées, mais que pour l'un ou pour l'autre des étages. Et dans ces cas-là, la question se posera, mais qu'est-ce qu'on fait de l'étage restant parce que c'est potentiellement un caillou dans la chaussure. Hein. Donc voilà. C'est surtout quand l'étage il est tellement délabré qu'on a même peur d'y marcher. C'est un faux étage, parce que là, il est à refaire complètement. La structure du bâtiment sur l'étage, c'est un peu particulier. Donc oui, effectivement, en tout cas, pour répondre à la question, il faut mettre en parallèle des chiffrages, on avance sur tous les plans. D'autres questions? Bien. Donc, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'étude de l'opportunité de réhabiliter l'ancienne galerie marchande en vue qu'elle puisse être mise en location dans le cadre de l'exercice d'une activité de type commercial, pour se faire valider l'opportunité de procéder à la recherche du meilleur preneur possible, tant pour le budget de la commune que pour ses habitants au travers d'un appel à manifestation d'intérêt. Pour maximiser nos chances d'aboutir et sécuriser au maximum ce projet, recourir au service d'un mandataire qui se rémunère seulement sur le futur preneur, garantissant ainsi que la convention signée avec le mandataire ne soit pas juridiquement un marché public. Au regard du travail de recherche d'un mandataire, de l'audition du cabinet TIJA et de ses références à la matière sur notre secteur géographique, valider de conventionner dans ce cadre avec cet opérateur économique. Valider le projet de convention afférent annexé, prévoyant notamment l'absence de coût pour la commune de cette prestation, le mode de rémunération se faisant également par le futur preneur, et d'autoriser Madame la maire à signer la convention précitée et à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre?
un contre, et qui est pour? Deux contre. Ah pardon, deux contre. Ils sont où les deux? Ouais, Ah ben oui, Vote pardon. contre double. Deux contre. Pardon, deux contre, et qui est pour? Ah oui, donc c'est vrai qu'il faut là, pour le coup, compter aussi les autres. Ok. Très bien. Donc c'est validé à la majorité. Merci à tous. Pardon, j'ai entendu un mot? Non. Tout va bien. Affaire numéro 7. Eh bien là, c'est l'approbation du principe de mise en vente d'une parcelle communale appartenant au domaine privé de la commune. Alors la parcelle communale en question, c'est la parcelle 547. Alors si vous connaissez le cadastre par cœur, ça vous parle. Sinon, il y a un petit plan de joint dans la note. Pour tout vous dire, cette parcelle, on ignorait totalement qu'elle était propriété de la commune. Et c'est quand les riverains nous ont demandé des travaux d'élagage relativement coûteux, puisqu'il en faut presque 10 000 euros, d'entretien du terrain, en cherchant, on a trouvé que c'était à nous. C'est un terrain qui avait été qui servait de réserve communale quand le lotissement est sorti en 1979. Et donc aujourd'hui, nous, la commune, n'en a aucun intérêt à le garder, c'est quelque chose qui nous coûte, puisque tous les ans, on est obligé de l'entretenir. C'est une parcelle de 930 m² qui a une partie relativement plane en amont, proche de la route, de 300 m², 330 m² constructibles, et une parcelle un fond de parcelle un peu plus en pente, aujourd'hui arboré, d'environ 600 m². Pour tout vous dire, on a fait estimer ce terrain par les agences immobilières. Il y aura une valeur minimum de vente aux alentours de 75 à 80 000 euros en l'état, voire quasiment 120 000 euros s'il était rafraîchi, entretenu et pourquoi pas viabilisé. Donc c'est un terrain qui est complètement en accord avec le bâti déjà existant. Voilà, c'est un terrain qui potentiellement peut accueillir une habitation supplémentaire, il y a la voirie, il y a tout ce qu'il faut. La commune n'en fera rien, on ne construira pas de bâtiment dessus. Donc c'est un peu la bonne surprise quelque part. Et contrairement à la réflexion qu'on peut avoir sur les bâtiments communaux, sur celle-là on estime qu'il ne faut pas trop avoir de réflexion et le vendre. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas une question, mais des remarques, monsieur. Oui. Quel intérêt de le vendre aujourd'hui plutôt que dans 10 ans, quoi? Quand le foncier sera bien plus haut. Ah ça, on ne sait pas dans 10 ans où il Peut-être sera. vu la constructibilité qu'il y aura avec le nouveau PLU a priori, même si on ne sait pas trop, ça n'a pas trop évolué depuis un moment, j'en sais rien, mais vu ce qui se passe dans la région en termes de foncier, on sait très bien que ça ne va pas s'écouler. Les valeurs des terrains vont continuer à augmenter. Je ne comprends pas, il n'y a aucune urgence. Il y a vraiment. Il y a par contre des frais d'entretien déjà. Fils. Si on coûte 10 000 euros tous les ans, ça pique. Ce ne sera pas 1 million tous les ans. C'est que les gros chiens, c'est pour ça que les gens. Tous les ans. Mais il y a ça, et puis il y a des... Qui a été coupé, par exemple, ça peut permettre de... Il y a des solutions, j'ai l'impression qu'on fait bon dans notre terrain. D'ailleurs, soit dit en passant, il était référencé sur les cartes que j'avais fait pendant la précédente campagne de budget, donc on connaissait l'existence, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on se précipite comme ça, alors qu'il y a des solutions à trouver pour garder du foncier. On sait bien que le foncier, ça a une valeur pour la commune, pour les habitants. Allez hop, on s'en débarrasse, c'est plus simple, c'est ça? Non, ça fait partie d'une stratégie plus large, hein. On l'a référencé, tout notre foncier, il y en a d'autres des terrains aussi. Pour faire quoi alors? C'est quoi la stratégie? Et bien parce qu'il y a besoin d'argent pour ce budget. Et qu'il vaut mieux aller chercher là où il n'y a que des contraintes, c'est-à-dire de l'entretien. Là, on n'y voit pas spécialement, par exemple, un lieu de service public, etc. On sait que ça par contre, c'est tout à fait cohérent d'y faire de l'habitat. Et il se trouve qu'en plus, on a un budget qui est contraint et qui respirerait un peu avec 100 000 euros, 100 ou 120 000 euros, voilà. Ça fait partie, en effet, d'une stratégie plus globale. C'est pas, oh tiens, et ben, et si on vendait? Non, c'est effectivement un jeu de chaises musicales. On se débarrasse en tout cas, on cède quelque chose pour... Oui, tout à fait. Bah là, pour l'instant, on se débarrasse d'un entretien et d'un terrain qui ne sert à rien. Depuis 10 ans, peut-être qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait un peu d'entretien. Je ne comprends vraiment pas, en fait. C'est chaud. Autre remarque?
Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de vendre la parcelle cadastrée section AE 547-6 lotissement Moulin de la Roque d'une superficie de 930 m², au regard de l'absence d'intérêt de cette parcelle pour la commune, du préjudice qu'elle fait peser aux voisins, de la nécessité d'y engager des travaux coûteux pour qu'elle ne soit plus en friche, de la nécessité de rechercher des nouvelles ressources financières pour continuer à financer des investissements d'intérêt général au bénéfice de la population, des caractéristiques urbanistiques actuelles de la parcelle à semi-constructible, donc garantissant une future construction proportionnée aux caractéristiques des propriétés de ce lotissement pavillonnaire des années 1980, et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Donc une voix. Qui est contre? 2 voix. Et qui est pour? C'est donc validé à la majorité. Merci à tous. Affaire ayant trait aux établissements intercommunaux desquels la commune est membre. Affaire numéro 8. Approbation du rapport d'activité annuel du SDEG. Oui, c'est le rapport d'activité 2022, donc du SDEG. Sur les réseaux électriques, donc je vais un peu passer au travers des chiffres. Donc la longueur du réseau basse tension, c'est à peu près 15 km. La longueur du réseau souterrain, 9 km. Les postes de transformation, il y en a 23. Les clients en basse tension, 812. Ensuite, au niveau d'éclairage public, nous avons 240 en sodium haute pression, 7 en ballon fluorescent, excusez-moi, 49 en iodure métallique compact et 19 en LED, avec 28 commandes d'éclairage. Alors, au niveau des dépannages, cette année, l'année dernière, il y a eu 21 pannes sur 15 foyers isolés, 6 pannes de secteur, et il n'y a pas eu de mise en sécurité. On a aussi 12 km de conduite de gaz. Alors, il y a eu des travaux réalisés là, sur le réseau électrique à hauteur de 28 000 €. Sur les réseaux de télécommunications, il n'y a rien eu. Sur l'éclairage public, il y a eu 278 €. Au niveau de la transition énergétique, donc on n'est pas trop concerné, on a juste fait faire un diag sur un bâtiment qui, je crois, était Brémontier, celui-ci. Et en achat d'énergie, les points de livraison en gestion, nous en avons 21 et 6 en gestion de gaz. Voilà, donc sur le rapport annuel, il n'y a rien de... Il n'y a pas de débat là-dessus, hein. C'est que des chiffres. Hein. Voilà. Par contre, le diag, c'était sur la salle Bellevue, en l'occurrence. On pense qu'il y a même une erreur parce qu'on a fait les deux, on a fait Brémontier et Bellevue en même temps, et je pense qu'il y a une erreur, mais j'étais plus parti sur Brémontier. Ah, ok. On verra l'année prochaine, ils ne sont pas retrompés. Attends, c'est 2022 ça. C'est 2022, c'est Ah, ce que je dis, c'est ça. Brémontier. Ah, c'est Brémontier, c'est ça. Voilà. Ok. Ah oui, c'est d'accord. Bien. Des questions sur le SDEG? Non. Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre connaissance et valider le rapport annuel d'activité 2022 du SDEG, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc à l'unanimité. Merci à tous. Affaire numéro 9, c'est l'approbation du rapport annuel 2022 du SIEA sur le prix et la qualité du service public d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif et non collectif. Et donc c'est Elisabeth Darac qui nous présente ça. Mais après le SDEG, le réseau électrique, il y a bien eu le réseau d'eau. Voilà. Donc pareil, rapport d'activité 2022 du SIEA. On a des tuyaux, on en a plein. Ça fonctionne encore, donc ça va. Dans le rapport, c'est 3 comptes rendus autour donc, de l'adduction en eau potable, un autre sur l'assainissement collectif, les derniers sur l'assainissement non collectif. Sur les 2 premiers, donc, ça concerne 9 communes, la Bourrèche, Camp, Camblanne, Carignan, Sénac, La Traîne, Malirac, Quinsac et Saint-Caprais. Et sur le dernier, sur l'assainissement non collectif, il y a 8 communes. Bourrèche, Camp, Camblanne, Sénac, La Traîne, Malirac, Quinsac, Saint-Caprais. C'est simple. Voilà, c'est ça. Après, je peux donner les chiffres, mais tout est dans les rapports. Franchement, je vous laisse tout.
La qualité de l'eau. La qualité de l'eau, au niveau conformité physico-chimique, on est à 100%, donc bonne. On rentre dans toutes les normes, 100%, là, on ne peut pas faire mieux. Donc l'eau reste potable et de bonne qualité sur notre territoire. Voilà. Quelque chose sur le prix peut-être, ouais. Le prix, il y a eu une augmentation, évidemment. Alors, tac, sur l'eau potable, on est à un plus 4% environ d'augmentation par rapport à 2021. C'est 2,45 €. Ouais, 2,45 € du mètre cube, c'est ça. Et après, pour l'assainissement collectif, on est à... Alors ils mettent quoi 3,31 au mètre cube. Je pense qu'il y a une erreur d'ailleurs pour janvier 2022. Ah oui, non, c'est pas entre janvier 2022 et janvier 2023. Donc il y a eu pareil une augmentation de 15 centimes grosso modo. Et puis sur le non potable, on est sur... Non collectif, pardon. On est sur, je sais pas trop là, c'est pas tout à fait clair. La différence entre les deux années. Ils mettent pas. Petite augmentation. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur notre syndicat des eaux? Bien. Juste là, ils sont en effervescence au niveau des syndicats et des CDC parce que la compétence de l'eau et donc de l'assainissement vont passer vont devenir une compétence intercommunale. Donc il y a tout un travail un peu administratif et juridique pour savoir comment on reprend cette compétence au niveau de notre communauté de communes. C'est pas interdit d'imaginer qu'il y aura des changements sur les tarifs. Parce que le syndicat qui sera transféré à la CDC va sûrement élargir justement son secteur, puisque pour l'instant notre syndicat des eaux ne prend pas les eaux, on ne gère pas l'Amboiran, le Thon, Tabarnak, qui ont des réseaux un peu vétustes et qui, s'ils sont Lignan, et du coup Lignan de l'autre côté, voilà, et qui forcément vont nécessiter de l'investissement. Et ce que nous disait à juste titre le président du syndicat de l'eau, qui est le maire de Camblane, c'est que les travaux de l'eau ne sont faits que par le tarif de l'eau. Contrairement à toutes nos collectivités qui vivent aussi par l'impôt, etc., par des subventions, des rétributions de l'État, l'eau et les travaux de l'eau ne sont basés que sur la tarification aux abonnés. Donc malheureusement, dès qu'il y a de l'investissement, etc., c'est forcément une répercussion sur nos tarifs. Voilà. Sachant que le principal contributeur aujourd'hui est en Carignan, en termes de recettes. Carignan, parce qu'ils sont nombreux, sauf que Carignan ne fait pas partie de la CDC, donc on ne sait pas comment ils vont être, à quel endroit ils vont se retrouver. Voilà, donc c'est un enjeu à 2026 et voilà, on les sent très très préoccupés par tous ces changements souhaités par l'État. Bon. Sûrement pour une simplification, mais pour l'instant on ne voit pas tellement de simplification dans le sujet. Il y a 3 syndicats qui doivent se mettre d'accord sur le futur périmètre de chacun. C'est ça. Voilà. Sachant que nous, la CDC, elle est concernée par 3, puisque Lignan on est dans un, les communes de l'Est sont dans un autre, et on a Carignan et Madirac qui ne sont pas chez nous. Mais qui sont en même temps des bonnes recettes pour le logement. Récupérer des coûts et perdre des recettes, c'est pas forcément très intelligent. Pour voir comment. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas avoir plus le choix. Il y a 2 ans pour le faire, mais ça va être quand même juste. Ça sera le choix des communes en fait aussi, je pense. C'est des CDC. C'est laissé là. D'autres questions sur le syndicat des eaux? Non? Très bien. Alors, les propositions au conseil municipal sont de prendre connaissance et de valider les rapports d'activité annuels 2022 du SIEA sur le prix et la qualité des services publics, d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc à l'unanimité. Enfin, les affaires ayant trait à l'établissement de liens contractuels. Donc l'affaire numéro 10, c'est donc la signature d'une convention avec France Dojo dans le cadre de l'évolution de la salle Brémontier en dojo solidaire. Et c'est surtout dans le cadre des JO, parce que même à Caen, on n'y échappe pas. Donc Sonia Guillory, l'abusant. Donc, tout à fait dans le cadre des JO, donc on
peut bénéficier d'un programme 1000 dojo avec France Judo, puisqu'on est une commune qui a une salle donc, communale à proximité directe de l'école. Donc c'est pour une contribution financière et l'élaboration d'un dojo solidaire. Donc en contrepartie, France Judo demande que cette salle puisse être mise à disposition à un club affilié. Donc ça tombe bien, puisque depuis septembre, on a un club de judo, donc le Judo Club Jeune Confédération Tomodachi, qui occupe cette salle Brémontier, donc destination des enfants cambés et ou pas, parce qu'il y a des enfants qui non cambés qui participent au cours de judo. Donc cette proposition permettrait à la commune de continuer le projet de réhabilitation de la salle Brémontier en salle multimodale, de garantir la pérennité du club de judo sur notre territoire et de bénéficier de la prise en charge du montant des derniers travaux d'aménagement, donc à savoir le remplacement des menuiseries et l'aménagement du balcon qui s'estime quand même à 40 000 €. L'installation de cabines dans le vestiaire permettant d'avoir un espace de changement genré et l'installation d'un tapis Pulse de 80 m². Donc pourquoi un tapis Pulse? Il faut savoir que la salle Brémontier fait 120 m². Donc quand le tapis sera en place, on a quand même un espace libre pour pouvoir faire d'autres activités. Et les tapis Pulse sont facilement démontables et se rangent assez rapidement si on veut faire d'autres, si on veut utiliser la salle Brémontier pour d'autres prestations. Donc voilà, cette évolution de la salle Brémontier permettrait la continuité de l'utilisation de la salle de motricité sur le temps scolaire, donc ça c'est évident, même quand les tapis seront en place, l'école y aura accès. Et encore c'est même mieux puisque du coup c'est des tapis qui sont assez confortables pour la motricité des enfants, donc c'est plutôt positif. Et une meilleure utilisation de la salle pour d'autres activités comme le yoga, le pilate, la danse, donc des activités qui ont déjà aussi commencé depuis le mois de septembre. Et donc du coup, elle sera aussi, cette salle, utilisée pour des activités associatives autres que du sport. Comme je vous dis, les tapis Pulse sont démontables, donc c'est assez facile de pouvoir la rendre multimodale, voilà, multi-usage. Et il ne recouvre pas toute la surface. Et il ne recouvre pas toute la surface. Donc les cours de cours dessin, d'anglais, les cours d'anglais, etc. qui sont déjà en place, sont pas gênés. Voilà. Sinon, on passe sur les coussins. Normalement. On n'apprend pas l'anglais sur des coussins. C'est faux. Juste pour dire que ça nous avait été suggéré lors d'une des réunions, on a quand même beaucoup accompagné les associations dans l'installation dans la salle Brémontier. Et l'une des réunions qui avait eu lieu un samedi matin, on avait les associations et aussi une des institutrices qui représentait donc son équipe, était très enthousiaste sur ce projet parce que tout simplement, elles auraient beaucoup aimé avoir d'autres tapis que ce qu'elles ont en ce moment. Ils commencent à être un petit peu vieux, un peu déchirés, pas facile à installer et à désinstaller tout le temps. Donc pour elles, elles y ont vu une opportunité d'avoir un super sol pour la motricité des enfants. Effectivement, on a vraiment posé beaucoup de questions, on a mis vraiment les cartes sur table avec ce chargé d'affaires, qui est donc en lien direct avec le ministère aussi du sport, pour comprendre quel était l'intérêt pour le judo de financer ce genre de salle qui ne leur est pas exclusive. Mais c'est vraiment un projet global parce qu'ils veulent que le judo existe un peu partout sur le territoire, même si ça n'est pas de manière exclusive. D'autant que le club qui était présent, donc le club qu'on accueille, nous disait que de toute façon, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas assez de profs, ils n'ont pas assez de personnel pour utiliser une salle sur tous ces créneaux. Donc de toute façon, ça ne les intéresse pas non plus d'avoir tous les créneaux uniquement pour eux. Le seul sujet, on imagine, c'est qu'à la rentrée, évidemment, le club d'abord choisira ses créneaux et ensuite on proposera aux autres, ce qui est quand même peut-être un minimum. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, par ce biais, ils peuvent aussi proposer d'autres activités. Nous parler aussi d'activités à destination des adultes, voilà, de judo, de jujitsu, je sais
je sais pas comment ça s'appelle, un truc de self-défense pour les femmes, enfin bref. Et juste pour information par rapport à ce bilan sur les associations à la salle Brémontier, ça se passe de mieux en mieux. Elles attendent avec impatience, vous imaginez bien, le changement des menuiseries, parce que ça fait quand même des années qu'on a une salle qui est quand même utilisée par l'école, etc., qui n'est pas idéale au niveau de la température, et voilà. En hiver surtout, et en été finalement aussi. Et la sonorisation. Que le judo est quand même l'association qui draine le plus d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 enfants par cours, dont 2 familles extérieures à Caen. Donc le pari, c'était effectivement de prioriser nos enfants candais pour tous les cours. Et pour tous les cours, c'est le cas d'ailleurs, elles ont toutes des enfants candais. Mais il se trouve que le judo a quand même un certain succès, c'est quand même là où on a le plus d'enfants pris en charge, surtout sur ces créneaux un peu difficiles du périscolaire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui. Comment ça s'appelle Dojo solidaire? Oui. Voilà. Pourquoi solidaire, je l'imagine. C'est quelques éléments de réponse, ouais. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour que ce soit un Dojo solidaire? Non, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mon Dojo solidaire. C'est le nom de la fédération. Hein. Ouais, c'est le nom de la fédération. Je pense que c'est des salles de judo non exclusives. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça, et c'est en solidarité avec d'autres activités, voire la scolarité. Je pense que c'est là qu'ils tirent leur esprit solidaire. Ah, clairement, l'idée c'est leur projet, ils avaient comme ça. Mais... Ouais. Oui, c'était. Voilà. C'était d'investir même des salles qui étaient à destination des scolaires. C'est pas l'économie solidaire, je pense. Ah non, c'est pas le sujet. C'est solidaire avec d'autres, j'imagine, d'autres associations. Pas que, en fait. C'est vrai que dans les axes majeurs, quand on regarde un petit peu, quand on dit ce qui est défini comme le solidaire, c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses, donc c'est vrai que ça aurait été intéressant, je trouve, de creuser ça. Clairement, on va être clair, nous on a vu juste une possibilité, encore une fois, d'alléger le budget de la commune et de profiter d'un projet qui colle en plus à notre projet, mais en évitant de sortir 40 000 € encore une fois du budget de la commune. On cochait les cases et c'était plutôt un plus pour le budget de la commune. J'entends, mais ça reste le budget de l'État, de tout le monde. Oui. Donc je trouve ça assez intéressant de savoir ce que c'est qu'un Dojo solidaire et de pouvoir éventuellement avoir des actions qui s'y réfèrent, qui se réfèrent à ce projet et à sa mise en place, etc. C'est pas exclusif. Non, mais c'est pas du tout, ça n'a pas été fait. D'autres remarques? Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de conventionner avec France Judo dans le cadre du projet d'évolution de la salle Brémontier en dojo solidaire au regard des bénéfices suivants pour la commune et les Cambais. Transformation de la salle Brémontier en une véritable salle pouvant accueillir des activités d'arts martiaux, judo, jiu-jitsu, etc. Garantit la pérennité du club de judo sur notre territoire sur plusieurs années et renaissance d'un club sportif historique de notre commune, on l'espère, sur notre commune, pardon. Prise en charge du montant des derniers travaux d'aménagement de cette salle par France Judo, notamment le remplacement des menuiseries et l'aménagement du balcon actuel permettant d'agrandir la salle, montant estimé à 40 000 €, l'installation de cabines dans le vestiaire permettant d'avoir un espace de changement genré et le remplacement de la paroi de la douche actuelle, l'installation d'un tapis puzzle de 80 m² permettant un démontage occasionnel pour des événements ponctuels et un stockage facilité, ainsi que le capitonnage visant à sécuriser les murs à proximité immédiate de la surface de tapis, continuité de l'utilisation en salle de motricité sur les temps scolaires, mais de manière plus qualitative grâce à un nouveau tapis sportif de 80 m², meilleure utilisation de la salle par des activités actuelles de bien-être comme le yoga, le pilates, la danse, les postures, etc., grâce à nouveau à ce tapis, et maintien de l'utilisation de la salle par les autres activités associatives actuelles, à qui il reste la moitié de la superficie sans tapis pour réaliser leurs activités, que ce soit l'art plastique, l'anglais, etc. Et donc d'autoriser Madame le maire à signer les conventions susmentionnées et à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci à tous. Et on passe à la dernière affaire qui est donc l'affaire numéro 11, la mise en place des référents de quartier, portée par Céline Manifastis, qui, après avoir travaillé sur le PCS, trouvait une continuité avec le référent de quartier. Et oui, tout à fait. Donc, il faut
savoir que le Code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif de participation des citoyens à la vie locale, mais à partir d'un certain plafond d'habitants qui est relativement haut. De mémoire, M. Mazel me corrigera, mais c'est 80 000 habitants. Donc nous, petite commune de Caen, on est bien en dessous, mais c'était aussi une promesse de campagne de créer une incitation participative plus forte et plus proche des habitants de la commune. C'est aussi une manière d'officialiser ce qu'on fait déjà nous au quotidien, c'est-à-dire aller à la rencontre des Cambais et des Cambaises, de les informer sur la vie de leur quartier. Et ça va dans la continuité principalement du PCS, qui est le plan de sauvegarde communal, qui permet de savoir tout ce qu'il faut faire en cas par exemple d'évacuation pour une catastrophe naturelle ou autre. Mais c'est aussi la continuité de ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, comme les cafés citoyens, les réunions publiques sur des thèmes bien précis. Donc là, ce sera plus sectorisé par quartier. Alors il faut savoir que le rôle du référent de quartier, c'est bien sûr de prendre le relais sécurité sur le PCS, d'informer les projets du quartier, les habitants, pardon, informer les habitants sur les projets du quartier, ce sera plus français dans le texte, animer forcément des réunions publiques si c'est nécessaire, transmettre des informations collectées auprès des habitants et donc être le relais qu'on est déjà auprès de la mairie, mobiliser les citoyens, pourquoi pas lors d'événements ponctuels, et puis s'assurer de la propreté, l'embellissement des lieux, la dégradation des incivilités, le stationnement. Bref, là, vous verrez une liste qui est très exhaustive, mais qui est commune à tous les référents de quartier que j'ai pu voir sur les différents sites internet des communes. Pour l'instant, on va voir la mise en place, mais l'idée est là en tout cas. Et il faut voir aussi que le référent de quartier n'est surtout pas un porte-parole de l'intérêt particulier, un médiateur en charge de résoudre les conflits de voisinage ou familiaux, c'est pas du tout le but, ni une substitution des forces de l'ordre ou des employés municipaux. Tout ça, bien sûr, dans une totale confidentialité sur les informations recueillies et être un relais, tout simplement, auprès des habitants sur les questions qu'ils pourraient poser. Une boîte postale, enfin une boîte mail sera mise en place pour pouvoir aussi, en tant qu'habitant de tel ou tel quartier, être en lien avec les référents de quartier. Et la liste des référents de quartier sera indiquée non seulement sur le site internet, mais aussi sur Intramuros, qu'on connaît parfaitement, et bien entendu à la mairie. Donc nous avons divisé Cambre en plusieurs secteurs pour ce faire, le centre-bourg, Esconac, le petit port jusqu'au grand port, la Taste, Aigladuy et Robry, Baragne et la Borie, la Forêt-Gasquet, le Moulin de la Roque et Chabannes. Et des élus se sont gentiment proposés pour être ces référents de quartier sur ces secteurs-là. Donc nous aurions Manuel Davio, alors sans Noélie Dulaurier, qui j'ai proposé mais qui n'a pas souhaité en raison de son activité professionnelle qui est pour l'instant sur le démarrage donc un peu complexe. Sur le centre-bourg, donc Sophie Duperron et Elisabeth Darac sur Esconac et du Petit Port au Grand Port. Je me suis trompée sur ton nom de prénom ? Non. Non, c'est pas Abraham Chivalet et Christophe Rotin sur le secteur de la Tasse, Romain Coquille, Maxime Larondelle sur les Galettes de Robry, Amandine Boutan, Cédric Jay et Samir Youssouf Ibrahim sur Baragne-la-Borie, moi-même et Sonia Guyory-Labuzan sur la Forêt-Gasquet, et Stéphane Donneux et Vanessa Leroy sur le Moulin de la Roque et Chabannes. Voilà. Pardon. Non, j'ai terminé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des échanges sur ce sujet ? Bien, on est pressé. Bien, les propositions soumises au conseil municipal en vue de faciliter l'exercice de la démocratie locale, de valider l'opportunité de nommer des conseillers municipaux référents du quartier
sur la base du découpage des quartiers institué déjà par le plan communal de sauvegarde, donc le fameux PCS. Je ne vais pas redire toute la liste, mais donc c'est la liste que Céline vient de dénoncer. De valider le contenu des missions précédemment évoquées qui incomberont aux conseillers de quartier ainsi que l'engagement auquel ces derniers s'astreindront et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques afférentes, s'il y en a. Qui s'abstient? Ça fait 2 abstentions. Qui est contre? Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais avec Il la veut dame. plus voter contre. Ouais, je le dis en Mais même temps. dis-le, c'est pas grave. Bon, et qui est pour? T'es sûr, hein? T'es Oui, sûr oui. qu'il est d'une robberie, hein. Non, mais j'étais sur le référent quartier net. Ah, oui. Comme j'étais dans le négatif, je me suis dit, Oui, ouais. tu l'as bien dit ça. Oui, forcément. C'est la question que je Ça vous a pose. été Qu'il était à la pas le porte-parole majorité. d'intérêt particulier, le médiateur et la substitution des forces de l'ordre. À savoir qu'il n'y a aucune obligation juridique pour qu'on le fasse, mais c'était une promesse de campagne que nous avions faite et nous l'avons faite. Bon. Eh bien, ça y est, nous arrivons à la fin des affaires. Il est donc 19h55 et nous allons donc lever la séance du conseil municipal. Merci à tous.